Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence nombreuse ce soir à l'École nationale des chartes pour cette conférence du cycle Chartistes à l'œuvre. Je rappelle à chaque séance qu'il s'agit de présenter l'actualité scientifique et éditoriale des anciens élèves, des anciens étudiants de cette maison, des diplômés de la maison. C'est le cas particulièrement avec Julie Duprat, qui est archiviste paléographe de la promotion 2017. Julie, je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir pour cette conférence. En fait, vous avez fait partie de la première promotion de thèse que j'ai eu à observer à la soutenance en 2017. C'était ma première session de thèse dans la maison. Et je me souviens vraiment très bien de votre thèse qui s'intitulait « Présence noire à Bordeaux, passage et intégration des gens de couleur à la fin du XVIIIe siècle ». Ensuite, vous avez prolongé vos recherches et vous avez fait paraître aux éditions Mola en 2021 un très bel ouvrage qui, je crois, disponible au sortir de la salle et qui s'intitule « Bordeaux métis, esclaves et affranchis de couleur du XVIIIe siècle à l'Empire ». Alors, ce soir, vous revenez vers nous dans votre maison d'origine pour une conférence consacrée à un cas particulier. On va y revenir, hein, Marie-Thérèse Reine. Je voulais insister, avant de vous céder la parole, sur la profonde actualité historiographique de vos recherches, hein, que ce soit celle pour la thèse d'École des Chartes ou celle que vous continuez à mener, puisqu'on sait bien à quel point aujourd'hui l'historiographie fait, je dirais, la part belle et à juste titre à la question des migrations, notamment des migrations noires, et en particulier sous l'Ancien Régime. C'est un courant historiographique qui est vraiment tout à fait, qui connaît une vigueur certaine actuellement. Et votre étude, dès la thèse d'École des Chartes, avait le mérite de mettre l'accent sur cette population invisibilisée, hein, qui est celle donc des esclaves, des métis dans ce grand port évidemment de commerce, d'échange qui est Bordeaux, sur l'Ancien Régime en particulier, éclairant la part d'ombre d'une histoire de ce grand port qu'on n'avait peut-être pas vraiment en tête. Dans nos échanges précédant la conférence, voilà, c'est peut-être une question qui vous sera posée. J'ai commencé à vous la poser. Je me posais la question de savoir si pour Nantes, on avait des études similaires à la vôtre. Voilà, une question un peu intéressée puisque je suis née à Nantes. Donc évidemment, ça m'intéresse de savoir si des recherches similaires ont été faites pour ce deuxième grand port très en vue, évidemment, sous l'Ancien Régime. Et donc votre thèse, vos travaux, dès la thèse d'École des Chartes, ils sont évidemment liés aux méthodes de cette maison, c'est-à-dire ils ont été effectués avec une très grande familiarité des sources d'archives, et pas seulement, bien sûr, la connaissance fine que vous avez aussi de la bibliographie de ces questions. Et c'est précisément cette expertise très fine, hein, des sources d'archives, pas facile à exhumer, à analyser dans le détail, à mettre à bout pour reconstituer des parcours de vie. Et je crois que c'est ça que vous allez nous montrer. Comment on fait une biographie, pas forcément d'individus très en vue, sur lesquels il y a beaucoup de sources, mais de personnalités, de personnages plus modestes. Et ça, c'est pas forcément évident, mais heureusement, dans cette maison, on est rompu à ce type de tâches. Je me permets de faire un petit peu publicité à nos formations au passage. Et donc voilà, vous allez nous donner l'occasion de rentrer dans un de ces parcours de vie à propos donc de Marie-Thérèse Reine qui commence sa vie comme esclave dans les colonies françaises, débarque en métropole à Bordeaux et finit donc affranchie dans cette ville. Et voilà, un parcours parmi d'autres, mais qui permet vraiment d'appréhender d'une manière plus large la question évidemment de l'esclavage, la question de l'affranchissement, la question de des conditions de vie de ces populations. Voilà, donc une thématique vraiment tout à fait passionnante. Je suis encore une fois ravie de vous accueillir. Il y a une chose que je n'ai pas dite pour vous présenter, c'est que vous êtes, donc Julie, vous avez choisi la carrière des bibliothèques au sortir de cette maison.
et après donc une scolarité à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques au sortir de l'école. Vous êtes donc depuis cette scolarité et sa sortie, vous êtes conservatrice des bibliothèques à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, ou plus précisément, vous gérez, je crois, vous êtes responsable du département des imprimés et de la réserve, magnifique poste, qu'on vous envie, bon, même si voilà, ça ne sera pas le sujet de la conversation, de l'exposé de la conversation du jour, mais je tenais à le rappeler parce que voilà, voilà, ça montre un peu aussi quels sont les types de carrières auxquels le parcours de formation de cette maison donne accès. Voilà, donc encore un très grand merci à vous d'être venu jusqu'à votre maison revenir nous parler de vos recherches, et puis dans un contexte évidemment plus large, avec un public nombreux ce soir. Je pense que l'intérêt est grand et les questions sont tout aussi nombreuses. Donc il me reste encore une fois à vous remercier chaleureusement et à vous céder sans plus tarder la parole. Merci beaucoup Julie. Merci beaucoup. Du coup, bienvenue à tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être de retour, comme l'a dit Michel, dans la maison mère, surtout avec un public aussi nombreux. Avant de commencer à vous parler de Marie-Thérèse Rennes, je vais juste revenir très brièvement sur comment j'ai entamé cette recherche il y a maintenant 15 ans. Donc le contexte, il y a 15 ans, c'est qu'il y avait en tout cas le champ de l'étude des personnes noires en France était déjà lancé, mais il y avait encore des champs entiers qui nécessitaient d'être étudiés. Plusieurs villes avaient fait l'objet d'études. Nantes avait fait l'objet de plusieurs mémoires d'étudiants, de mémoires de M2. Et à l'époque, Éric Noël, qui est aujourd'hui enseignant à l'université de Martinique, était en train de créer un dictionnaire des gens de couleur en France, qui avait pour objectif de recenser toutes les personnes noires ou métisses ayant vécu dans l'espace métropolitain tout au long du XVIIIe siècle. Et menant cette enquête, il s'est rendu compte qu'il y avait une ville qui a été complètement passée entre les mailles du filet, et cette ville-là, c'était Bordeaux. Bordeaux, je vous le rappelle, au XVIIIe siècle, c'est le premier port colonial français. C'est de là, pour la faire simple, que partent le plus de bateaux et qu'il y a le plus de commerce en direct avec les Antilles. Bordeaux, au XVIIIe siècle, c'est également le 4e port négrier français. Donc tout ça, évidemment, c'est extrêmement favorable à la venue de personnes de couleur et aux échanges migratoires en général. Et le constat, en tout cas il y a 15 ans, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un très bon article de l'excellente historienne Dominique Rogers qui existait, mais à part ça, c'était à peu près tout. Donc moi, ma tâche, ça a été de revenir sur ce terrain bordelais pour essayer de faire une histoire plus complète de l'histoire des populations noires et métisses à Bordeaux. À Bordeaux, l'arrivée des personnes noires et métisses, elle est très précoce, puisque la toute première mention qu'on a, c'est 1571, au XVIe siècle. Et à cette date, en tout cas, en gros, c'est un navire négrier normand qui fait une première expédition de traite en Afrique et qui, plutôt que de débarquer en Normandie, finit sa course à Bordeaux. À cette époque-là, c'est une toute petite cargaison, il y a une dizaine d'esclaves, mais ce qui est notable, c'est que les esclaves sont tous libérés par le Parlement bordelais, qui argue alors du fait que le sol français est un sol où l'esclavage n'a pas cours. J'y reviendrai très largement plus tard, c'est une législation qui va beaucoup évoluer et qui ne va plus du tout être la même lorsque Marie-Thérèse Rennes va naître et va arriver en France. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire que l'arrivée des personnes noires à Bordeaux, c'est quand même un phénomène qui est assez ancien, qui commence dès le XVIe siècle, de manière très très ponctuelle, mais qui va vraiment aller en s'accentuant au XVIIIe siècle. C'est un procédé qui est tout à fait logique, puisque c'est au XVIIIe siècle qu'on a l'explosion du commerce colonial, qu'on a une explosion des échanges avec les colonies françaises, qui sont, je le rappelle, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Domingue, qui est maintenant Haïti, la Guyane, l'île de la Réunion, l'île Maurice. Donc c'est avec tout cet espace-là que commerce la ville de Bordeaux. Quand je parle de l'histoire des personnes noires et métisses à Bordeaux, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par une gravure qui est hyper célèbre, qu'on retrouve dans des manuels, il me semble, pour études, voilà, des manuels d'école secondaire, parce qu'il s'agit d'une des vues des ports de France réalisées par Vernet dans les années 1750. La série des ports français par Vernet, elle est hyper connue, c'est une commande royale, et il est en charge de réaliser plusieurs vues des principaux ports de France. Il réalise une vue de Bordeaux, une vue de Nantes, une vue de Marseille, une vue de Toulon. Bref, tout y passe. Aujourd'hui, c'est des très beaux tableaux qui ont été restaurés et remis en place au musée de la Marine et que je vous incite à aller voir.
Et moi, ce qui m'intéresse dans cette série sur les porcs, c'est que régulièrement, lorsqu'on fait un peu attention aux personnages à l'arrière-plan, c'est qu'on y remarque des personnes noires qui passeraient a priori complètement inaperçues. Et du coup, je trouve que ces tableaux-là, c'est vraiment le symbole de mes recherches, c'est-à-dire prendre des archives, des iconographies qui sont très très connues et repérer au sein de ces documents la présence des personnes noires et métisses qu'on a tendance à complètement oublier, qu'on a tendance à ne pas voir, alors qu'elles sont, certes en petit, mais elles sont au milieu de la figure, enfin, elles sont vraiment présentes au milieu de l'image. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si vous le voyez, mais sur cette série du port de Bordeaux, l'esclave, il y a une esclave au premier plan, juste ici, elle est là. Je vous l'ai mis en plus gros juste après. Donc elle est là, voilà. On la voit mieux sur la gravure que sur le tableau qui, à mon sens, n'a pas été restauré dans ce sens-là correctement. Elle se fond un peu avec le reste de l'image. Mais là, sur la gravure, on la voit très bien. Donc en l'occurrence, c'est une esclave noire qui est en train de s'occuper d'une jeune enfant. Et au premier plan, il y a un couple une femme blanche, un homme blanc qu'on suppose être les parents de la petite fille à l'arrière. Et donc voilà, c'est une image que j'aime beaucoup parce que c'est une des rares représentations de personnes noires à Bordeaux même. On a pas mal de représentations de personnes noires en France en général, mais il est difficile de tracer où est-ce qu'elles ont été réalisées. Celle-là, pour le coup, c'est une représentation de Bordeaux. En tout cas, c'est une image que se fait Vernet de Bordeaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y inclut une personne esclave au tout premier plan, ce que je trouve extrêmement lourd de sens. Et donc cette image-là, elle va nous accompagner pour le reste de la conférence, puisque comme pour beaucoup de personnes esclaves en France, j'ai pas conservé de portrait de Marie-Thérèse Reine. J'aimerais, mais j'en ai pas. Donc on va se contenter de ce petit détail sur l'estampe de Vernet pour essayer de s'imaginer qui était Marie-Thérèse Reine et d'avoir comme ça une image un peu à l'arrière de nos esprits. Donc du coup, moi, mon travail, comme l'a dit Michel Blumenschek tout à l'heure, ça a été vraiment de croiser plein de sources très différentes, des sources extrêmement classiques lorsqu'on étudie l'histoire moderne, et d'y repérer à l'intérieur les mentions de personnes noires ou métisses. Ces sources, on va les passer en revue ce soir ensemble, et l'idée progressivement, c'est à partir de ces documents de reconstituer le parcours de Marie-Thérèse Reine, et à travers elle également de parler de d'autres parcours d'esclaves, en tout cas de d'autres phénomènes, parce qu'évidemment, chaque parcours est singulier, et donc le parcours de Marie-Thérèse Reine, c'est pas le parcours que vont avoir tous les esclaves ou tous les affranchis bordelais. Donc il s'agira aussi pour moi des fois de nuancer ou de vous montrer d'autres points de vue sur cette histoire. Donc l'histoire de Marie-Thérèse Reine, elle commence très simplement aux colonies où elle naît, et assez logiquement, du coup, elle va arriver à Bordeaux par bateau. Et ça, en l'occurrence, les registres des bateaux, c'est la toute première source que j'ai dû dépouiller dans le cadre de ma thèse d'École des Chartes. C'est une source qui est extrêmement intéressante parce que c'est vraiment une source sérielle. En l'occurrence, pour Bordeaux, on a conservé à peu près 40-50 ans de registres de passagers, de manière plus ou moins exhaustive, mais globalement, voilà, c'est une belle archive sérielle que du coup j'ai dépouillée pendant 30 ans pour repérer toutes les mentions de personnes noires et métisses à l'intérieur. Pour ce faire, c'était assez simple. Il fallait que je repère en gros les mentions d'adjectifs de couleur qui étaient apposés sur sur ces personnes-là qui arrivaient en France. Les adjectifs de couleur sous l'Ancien Régime, ce sont à peu près toujours les mêmes, surtout en métropole. Le premier, c'est adjectif nègre ou négresse. Le deuxième, c'est adjectif mulâtre ou mulâtresse. Et le troisième, qui est un peu moins employé, mais qui est quand même employé, c'est l'adjectif carteron et carteronne. Et très à la marge, l'adjectif métif, métive. Et pour la toute fin de la période, noir et noir, l'adjectif noir tout simplement, mais j'y reviendrai. Donc ça a vraiment été mon travail pendant un an. Ça a été de lire toutes ces archives, de repérer toutes ces personnes-là et de constituer une première base de données. Et en l'occurrence, parmi tous ces passagers que l'on retrouve, il y a le profil de Marie-Thérèse Reine. Donc pour vous donner une idée avant de passer sur Marie-Thérèse Reine, quelques chiffres sur les personnes de couleur en France à l'époque moderne. Du coup, le grand travail collectif qui a été réalisé par Éric Noël a permis de faire remonter plus de 21 000 personnes
hommes ou femmes de couleur, sur le territoire métropolitain entre 1716 et 1807, qui sont deux dates extrêmes pour lesquelles on a pas mal d'archives et sur lesquelles on a vraiment porté nos efforts. Il restera encore beaucoup à faire sur le 19e, beaucoup à faire sur le 17e. Donc à l'heure actuelle, c'est un chiffre qui sera sans doute amené à croître. Moi, entre-temps, depuis l'apparition en 2016 du dictionnaire, j'ai encore trouvé des personnes que je n'avais pas relevées à l'époque. Donc c'est vraiment un minimum, considérez ça comme un minimum, 21 000 personnes. Sur ces 21 000 personnes, il y en a 5 000 qui vont passer par Bordeaux, y vivre plus ou moins longtemps, mais en tout cas, voilà, ça c'est la ville de Bordeaux en accueille 5 000. Du coup, elle se place juste derrière Nantes, qui reste la première ville de passage pour les personnes noires et métisses, et Paris, qui, grâce à son statut de capitale, voit également l'arrivée d'énormément de personnes esclaves et libres de couleur. Dans toute cette population de passagers de couleur, la grande majorité se font qualifier de nègres ou négresses. Vous voyez, je vous l'ai mis 65%. C'est un adjectif qui se rapporte à la fois à une couleur qui est perçue, mais surtout à un statut. Être nègre ou négresse, c'est avant tout être esclave. Et dans les faits, ce chiffre va à peu près recouper le pourcentage des personnes esclaves qui arrivent à Bordeaux dans les bateaux bordelais, puisqu'on estime qu'il y a 80% des passagers de couleur qui arrivent à Bordeaux qui ont le statut d'esclave. Les autres 20% étant des personnes libres. C'est un statut sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Donc voilà, 5000 personnes qui arrivent à Bordeaux. Une grande partie d'entre elles sont qualifiées de personnes noires. La très grande majorité sont des esclaves. Il s'agit majoritairement d'hommes aussi. On a un peu plus d'hommes que de femmes, mais c'est pas non plus extrêmement sensible. C'est aussi une immigration très jeune. La grande majorité des immigrants noirs ou métis ont entre 15 et 30 ans. On a à peu près 10% d'enfants qui ont moins de 10 ans et 15% de personnes qui ont au-delà de 40 ans. Donc il s'agit vraiment d'une immigration très jeune, ce qui est aussi en phase avec les rythmes migratoires de l'Ancien Régime, tout simplement. Et enfin, il s'agit majoritairement, et ça peut être plus étonnant pour nous, d'une migration créole, c'est-à-dire de personnes qui sont nées aux Antilles et qui n'ont pas connu la vie en Afrique. Pour Bordeaux, j'estime que pareil, on est à peu près à 70-80% de migrants créoles qui sont nés dans les colonies françaises et qui ne sont jamais passés par la case territoire africain. En fait, souvent, les personnes qui sont nées en Afrique, ça va être des très jeunes enfants qui vont être déportés et finir leur voyage de traite en France. Souvent, c'est corrélé, l'âge, plus on est jeune et plus on a de chances d'avoir été déporté directement d'Afrique. Donc voilà pour le tableau un peu général de cette immigration noire à Bordeaux. Et lorsqu'on regarde le profil de Marie-Reine, on se rend compte qu'elle correspond vraiment parfaitement à ces grandes lignes. En l'occurrence, Marie-Thérèse Reine, elle naît dans les années 1740 à Saint-Domingue, donc l'actuel Haïti. Donc ça, c'est une carte de Saint-Domingue à l'époque, pour ceux qui ne visualiseraient pas. Et Marie-Thérèse Reine, elle naît dans le nord de Saint-Domingue, à côté du Cap Français, enfin plutôt dans l'arrière-pays du Cap Français, dans une région qui s'appelle le Dondon. Et elle naît sur la plantation des Pirly. Pirly, ça s'écrit P-I-R-L-Y. C'est une famille bordelaise qui est implantée depuis le début du XVIIIe siècle à Saint-Domingue. Voilà, donc c'est vraiment une famille de colons, propriétaires. Et elle naît sur la plantation dans les années 1740. Et à l'âge de 25 ans, elle est choisie par son propriétaire pour l'accompagner en métropole. Et c'est du coup lors de ce voyage-là qu'on a la première mention de Marie-Thérèse Reine dans les archives. En l'occurrence, on la retrouve dans la déclaration que fait son propriétaire à l'arrivée, que fait son propriétaire à l'arrivée à Bordeaux, en 1763. Tous ces registres d'enregistrement des esclaves, ils sont conservés aujourd'hui aux archives départementales de Gironde, comme d'ailleurs l'ensemble de mes sources, vous allez voir, c'est très local. Sur cette archive-là, on a la première mention de Marie-Thérèse Reine. On a également une mention sur des copies de registres de passagers qui sont conservés à Paris, mais c'est vraiment dans cette archive-là qu'on va avoir le plus de détails sur qui est Marie-Thérèse Reine en 1763 et dans quel contexte elle arrive à Bordeaux. Ce qui est d'abord intéressant à retenir, c'est son année d'arrivée, 1763. C'est une année qui pour moi est très importante, d'abord parce que c'est l'année où j'ai commencé à dépouiller le registre des passagers, mais de manière plus simple, c'est la fin de la guerre de 7 ans, donc c'est un moment où le commerce maritime reprend. C'est une année où du coup il y a beaucoup de personnes noires et métisses qui vont arriver à Bordeaux, qui n'ont pas pu venir les années précédentes. Donc voilà, c'est une année, elle est loin d'être seule, Marie-Thérèse Reine, lorsqu'elle arrive en 1763. Il y a 150 autres personnes, hommes et femmes de couleur, qui vont également être recensées dans le registre de passagers la même année.
Donc c'est une année qui est particulièrement pléthorique à cet égard. Donc Marie-Thérèse Reine, je vous l'ai dit, elle a 25 ans. Et du coup, ce qui est très intéressant dans cette déclaration qui est faite à l'amirauté de Guyenne, c'est que ça va être très détaillé sur Marie-Thérèse Reine. Donc on va lire ensemble ce qui est dit sur ce registre-là. Donc en l'occurrence, ça c'est la notice générale. Si je n'appuie pas sur le bon diapo, ça ne va pas le faire. Ça c'est un petit zoom sur le passage qui nous intéresse et je vous ai mis la transcription à côté. Donc on indique que Marie-Thérèse Reine est arrivée par le navire Le Casque, qu'elle a 25 ans, qu'elle est de nation créole, donc ça veut dire qu'elle est née à Saint-Domingue, ce qui sera confirmé par la suite par son contrat de mariage. Bon, ça sera le temps de se marier. On sait qu'elle appartient à la famille Pirli, et moi surtout ce qui m'intéresse, c'est une petite mention qu'on voit assez peu, mais qui est très importante pour se figurer ce que c'est qu'être esclave en général dans les colonies. C'est la mention de son étampe. Vous le voyez ici, il y a marqué nation créole, étampé PPI. Alors l'étampe, c'est une marque au fer rouge qui est posée sur les esclaves pour attester qui est leur propriétaire. En l'occurrence, PPI, ça fait référence au Pirli directement. Donc ça, c'est une marque que Marie-Thérèse Reine va avoir toute sa vie. C'est une marque qu'on fait plutôt a priori sur les esclaves qui sont déportés d'Afrique, mais elle, en l'occurrence, qui est née sur la plantation, a également eu droit à cet étampage. Et voilà. Pour moi, c'est très important de le dire aussi à l'oral parce qu'on a assez peu souvent cette image-là en tête. Et il y a assez peu d'esclaves pour lesquels j'ai la marque, j'ai cette attestation de leur étampe. Alors que je sais que c'est une pratique assez courante, il y a assez peu de personnes pour lesquelles les archives vont attester de manière très directe qu'elles ont une étampe sur la poitrine. Donc ça, c'est le cas de Marie-Thérèse Reine. Je le dis aussi tant qu'à faire ici, dans la représentation des esclaves en métropole, on a l'habitude de les représenter avec des colliers d'esclaves autour du cou. Je ne sais pas si vous avez déjà en tête des iconographies, je pourrais en montrer plus tard si besoin. C'est notamment le cas d'un célèbre portrait d'un jeune homme à l'arc qui est conservé au musée de Dunkerque, qui avait été montré au musée d'Orsay. Et donc souvent on dit oui, c'est parce qu'il portait, c'est un collier qu'il portait autour du cou. En fait, le fait qu'il portait un collier autour du cou, c'est que dans l'iconographie. Lorsqu'on regarde les archives, c'est jamais évoqué comme pièce d'accessoire. Et le fait est qu'il n'a pas vraiment besoin en fait. S'il y a une étampe qui est mise sur la poitrine avec le nom du propriétaire dessus, on n'a pas vraiment besoin d'un collier pour savoir que la personne est esclave. Il suffit de la déshabiller et de savoir à qui elle appartient si elle a fui. Donc c'est une solution très radicale pour s'assurer qu'on retrouve un esclave et qu'on puisse le garder auprès de soi. Donc ça, c'est le cas de Marie-Thérèse Reine. Donc lorsqu'elle arrive à Bordeaux, elle a ce statut-là d'esclave née sur une plantation qui a subi du coup des sévices. Elle, en l'occurrence, elle arrive avec le statut de domestique qui va être sa fonction tout au long de sa vie. Lorsque j'en arrive à ce stade-là, que je dis Marie-Thérèse Reine est arrivée en France, elle a le statut d'esclave, souvent, en tout cas ce que j'ai comme question toujours en fin, c'est mais en France, c'est pas possible. En France, l'esclavage n'avait pas cours. Toutes les personnes qui arrivent en France sont affranchies. C'est impossible, j'ai toujours entendu dire le contraire. Donc là, il faut faire un petit point législation que je vais essayer de rendre le plus simple possible. Mais ce qu'il faut garder en tête globalement, c'est qu'à partir du XVIIIe siècle, l'esclavage est légal en métropole. Bien évidemment, il est réglementé aux colonies via le Code noir dès la fin du XVIIe siècle. Et alors qu'effectivement, jusque-là, comme je vous l'ai dit en introduction, il y avait une tradition d'affranchissement des esclaves qui arrivaient en France en se fondant sur la jurisprudence médiévale, c'est un phénomène qui va complètement être battu en brèche à partir de la fin du XVIIe siècle par les lobbies coloniaux. Pour la faire courte, fin du XVIIe siècle, la France est de plus en plus implantée dans l'espace colonial. Son économie aussi est de plus en plus dépendante du travail des esclaves. Donc les colons, eux, n'ont aucune envie que tous les esclaves qu'ils pourraient prendre avec eux en métropole soient automatiquement affranchis. Pour eux, c'est un non-sens. Ils considèrent ça comme étant un vol de propriété. Donc ils vont vraiment faire un travail de persuasion du gouvernement français pour faire évoluer la législation. C'est notamment l'action qui est menée par Gérard Mélier, qui à l'époque est maire de Nantes, enfin qui sera un futur maire de Nantes, qui est très connu aujourd'hui parce que c'est lui qui a mené les travaux de rénovation de la façade des quais nantais. Donc c'est considéré comme une grande figure de maire et de mandat nantais. Et en l'occurrence, lui, à partir de 1716, il va vraiment faire des pieds et des mains pour que, comme il le dit, la vertu affranchissante du sol français soit abolie.
En ce sens, il va faire passer un texte dans l'année 1716 avec une série de propositions au gouvernement, et c'est des propositions qui vont être retenues. Et lui, en l'occurrence, son idée, c'est qu'il y ait vraiment une continuité législative entre les colonies, où le Code noir s'applique, et la métropole, où même s'il ne s'applique pas, il ne faut pas que les propriétaires perdent le bénéfice de ce qu'ils ont aux colonies. Il faut vraiment qu'ils puissent être sûrs que les esclaves demeurent esclaves, même en débarquant en métropole. Donc ça, c'est approuvé dans une première législation qui est l'édit du roi d'octobre 1716. Il y a quand même des cadres qui sont mis à cette immigration noire en France, et à cette venue d'esclaves. L'idée, c'est qu'on peut apporter avec soi son esclave du moment qu'on se soumet à une série d'obligations administratives. Ces obligations administratives, ça va être à peu près toujours les mêmes tout au long du XVIIIe siècle. La première, c'est l'enregistrement obligatoire des esclaves, avant aux colonies et à l'arrivée en France, auprès des amirautés. Théoriquement aussi, les propriétaires sont censés renvoyer assez rapidement leurs esclaves aux colonies, parce qu'on les menace que s'ils ne le font pas, les esclaves seront libérés. Donc c'est une espèce de punition. La punition, c'est l'affranchissement. Donc ça dépend d'où on se place, mais pour les propriétaires, en tout cas, c'est perçu comme étant un moyen coercitif de pouvoir contrôler et réguler quand même cette immigration-là, mais on le verra, c'est une clause qui ne marche absolument pas, et ça va pas du tout les empêcher de faire venir des esclaves et de les garder longtemps auprès d'eux sur le sol métropolitain. Enfin, il y a aussi une mention qui est faite, c'est l'interdiction de la vente en métropole d'esclaves, de la vente et d'achat. Ça, c'est autorisé aux colonies, c'est pas autorisé en métropole. Ça, pareil, c'est une clause théorique qui va être plutôt bien respectée, mais il y aura toujours des personnes pour arriver à contourner la législation et à faire quand même de la vente d'esclaves sur le sol métropolitain. Donc globalement, l'histoire des législations qui encadrent la venue des esclaves en France, c'est un peu un échec continu. L'idée d'origine, c'était de réglementer cette venue-là et d'assurer le statut d'esclave aux esclaves qui arrivaient. Au final, le résultat sera toujours le même. On va un peu oublier la réglementation. En tout cas, les propriétaires vont un peu faire fi de ces aspects de réglementation, de contrôle, de la migration, etc. Eux, tout ce qu'ils vont retenir, c'est qu'ils ont le droit d'amener leur esclave avec eux en France et que s'ils le font, l'esclave n'est pas affranchi. Donc, c'est des législations qui vont être extrêmement contournées, ce qui va amener à ce qu'elles soient répétées régulièrement. On va essayer de nouveau de faire en sorte que les propriétaires soient mieux encadrés, mais à chaque fois, ça va être un échec. En l'occurrence, la loi de 1716, elle est suivie d'une loi de 1738. Ça, c'est la déclaration sous laquelle arrive Marie-Thérèse Reine en 63. C'est la législation auquel elle est soumise. Donc l'idée, c'est que c'est toujours la même chose. On est autorisé à prendre avec soi son esclave en France. Cette fois-ci, pour être sûr qu'il revienne aux îles, en théorie, on demande aux propriétaires de déposer une somme qui est assez importante, de 1000 livres, qu'ils ne pourront retrouver que s'ils ramènent l'esclave avec eux. C'est la première fois aussi qu'on essaye de limiter, en théorie, le séjour des esclaves à 3 ans sur le sol français, et qu'on demande aux propriétaires de justifier pourquoi ils les amènent. Notamment, si c'est pour apprendre un métier, ou si c'est pour apprendre, c'est pour avoir un catéchisme et être christianisé. Tout ça, de nouveau, c'est vraiment des clauses qui vont être vraiment contournées par les propriétaires, parce qu'on constate assez vite, et le gouvernement aussi le constate, ce qui l'amènera à faire une dernière législation, que dans les faits, il y a des esclaves qui arrivent en France, qui restent plus de 3 ans, qui ne sont pas affranchis pour autant, qu'on a des esclaves qui viennent en France, pas pour apprendre un métier, juste pour être utilisés comme domestiques. Donc il y a vraiment beaucoup de contournements de la législation, et en fait c'est assez logique, parce que les propriétaires d'esclaves, ce sont des personnes qui appartiennent à l'élite de la population française. En l'occurrence, on a un peu toujours les mêmes profils. On a des colons, comme les Pirlis, qui sont les propriétaires de Marie-Thérèse Reine. Le deuxième profil très fréquent, c'est les capitaines de navires et les négociants en général. Et enfin, on a une partie de la noblesse de robe française qui va adopter ces codes coloniaux pour se faire valoir en société. Donc on a aussi quelques noblesses de robe, notamment à Bordeaux, c'est assez sensible. Pas mal de parlementaires, notamment des parlementaires qui auraient épousé des femmes coloniales, qui ont des esclaves avec eux en France, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais posé le pied aux Antilles. Et donc dans les faits, toute cette population-là d'élite bordelaise, c'est aussi une population qui est en lien avec ceux qui font les lois, avec ceux qui contrôlent la manière dont s'appliquent les lois. Et donc, globalement, ils arrivent toujours à s'en sortir. Et à Bordeaux en particulier, c'est très très rare qu'on ait un propriétaire qui se fasse rattraper par l'administration. En fait,
à part les moments un peu de branle-bas de combat où l'administration se dit oh là là, mais il y a trop de personnes noires en France, il faut réglementer ça, etc. On va essayer de contrôler un peu mieux. À part ces moments-là un peu précis où on sent qu'il y a une émulation administrative, en fait, les propriétaires font un peu à leur guise. Et eux, ce qui leur importe donc, c'est que le statut d'esclave soit assuré, ce qui est le cas. Et du coup, la dernière législation, c'est celle de 1777, qui est la plus connue parce qu'elle s'appelle la police des Noirs. Alors, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'on ne parle pas de police au sens de régiment policier, de policiers qui seraient spécifiquement dévolus à la surveillance des populations noires. La police, c'est juste un terme d'Ancien Régime pour désigner un ensemble de textes qui permettent de réglementer un aspect de la vie quotidienne. Là, en l'occurrence, c'est l'immigration noire. C'est le texte peut-être le plus important pour le XVIIIe siècle à de nombreux égards. Donc, il reprend les grands principes précédents. On peut immigrer en France en tant que personne noire ou métisse. Mais pour la première fois, ce qui est important dans ce texte, c'est que d'une part, c'est le premier texte enregistré par le Parlement de Paris. Les deux précédents avaient été refusés par le Parlement de Paris, qui considérait que la mention du terme esclave faisait que c'était en contradiction avec le droit français et que donc il n'en voulait pas. Donc en théorie, les édits de 1716 et de 1738 faisaient qu'il y avait une espèce de zone de non-droit dans la juridiction parisienne qui était favorable aux esclaves, et dans les faits, il y a plusieurs d'entre eux qui ont réussi à se faire affranchir dans cette juridiction-là. Après, la juridiction parisienne, c'est pas la juridiction bordelaise, et à Bordeaux, pour le coup, il y a, comme Marie-Thérèse Reine, il y a beaucoup d'esclaves qui sont arrivés et qui sont restés esclaves. Pour la première fois, donc en 77, c'est la première fois qu'on a une législation qui est acceptée par le Parlement de Paris. Si elle est acceptée, c'est pour une bonne raison, c'est que le terme d'esclave n'est pas employé dans la législation, parce qu'ils savaient qu'en l'employant, ça serait immédiatement retoqué par le Parlement de Paris. Donc les législateurs font quelque chose de très malin, c'est qu'ils remplacent le statut juridique, celui d'esclave, par la couleur. On ne parle que de personnes noires et métisses, ce qui fait que le Parlement de Paris n'a plus de base et d'arguments pour pouvoir refuser l'enregistrement du texte. Même si on parle que d'une couleur, quand on lit le texte, ce dont on parle vraiment, c'est les esclaves. On parle bien de personnes noires rattachées à une personne blanche qui ferait un voyage en France et pour lequel il serait domestique. Enfin voilà, on fait toute une espèce de circonvolution, mais très clairement, lorsqu'on lit le texte, c'est de personnes esclaves qu'il s'agit. Mais ce qui est quand même intéressant avec ce texte-là, c'est qu'on commence aussi à avoir une tendance où, avec un intérêt de l'administration qui est de plus en plus mis sur la couleur des personnes, plus que sur leur statut. Ça sera une inflexion qui sera particulièrement sensible sous Napoléon Bonaparte notamment, mais qui donc apparaît dès 1777, et qui dans les faits s'incarne en fait par, comme le terme d'esclave n'est pas employé, mais qu'on désigne les Noirs en général, en fait c'est une législation qui va être discriminante aussi pour les libres de couleur, plus discriminante en tout cas. En fait c'est totalement en parallèle avec ce qui se passe aux Antilles, à la même époque, dans les années 1780, on est dans une époque de crispation totale de la société coloniale à l'encontre notamment de la hiérarchie de couleurs dans les colonies et de cette classe qu'il y a au milieu entre les esclaves et les colons, qui sont celles des libres de couleur, donc des personnes libres mais ayant une ascendance africaine. Les colons blancs sont de plus en plus crispés sur la question de la hiérarchie sociale, et vont donc, dans les années 1780, avoir toute une série de lois pour interdire aux libres de couleur des droits qu'ils avaient jusque-là. Parmi ceux-là, notamment le port d'armes, on a l'interdiction d'exercer certains métiers aussi, comme la médecine par exemple. Donc ça va aussi dans un contexte général où on passe progressivement d'une discrimination, en tout cas dans une volonté de réglementer la présence des personnes esclaves, à une crispation autour de la couleur en général. Donc c'est une vraie inflexion qui va être importante surtout pour la fin du XVIIIe siècle et pour le XIXe siècle, et qui va s'incarner après, quelques décennies plus tard, par les premiers textes ouvertement raciaux qui vont théoriser aussi ces idées-là. Aussi, c'est un texte qui est très important parce que c'est un texte qui va mettre en place le premier recensement national de la population noire en France. Et du coup, c'est une source qui aujourd'hui est ultra précieuse pour les historiens. En fait, c'est la seule source qui existe à l'heure actuelle qui est spécifiquement dédiée aux populations noires et métisses en France à l'époque moderne. Avec une autre dont je ne parlerai pas parce qu'elle ne concerne pas Bordeaux, mais voilà. Donc c'est une source qui est très précieuse et souvent c'est le point de départ des recherches des historiens quand on étudie la population noire et métisse en France. C'est ce recensement qui recense toute la population noire et métisse sur l'ensemble du territoire métropolitain,
À Bordeaux, certes, à Paris, à Nantes, classique, mais aussi dans l'arrière-pays. Par exemple, pour le département et pour la région de la Gironde, on a d'autres villes qui sont évoquées. On a Libourne, on a des petits villages comme Saint-Castillon, enfin des choses qui parleront qu'aux personnes qui sont originaires de la région bordelaise. Mais voilà, des petits villages où essaiment aussi des fois les personnes esclaves ou les personnes libres de couleur. Les personnes esclaves notamment parce qu'elles accompagnent des personnes qui ont des propriétés en campagne, et donc c'est des populations qu'on va retrouver recensées dans des localités rurales. Donc ce recensement, il est très 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 précieux pour l'historien, et donc évidemment c'est un recensement que j'ai étudié pour Bordeaux. On sait que c'est un recensement qui est partiel malgré tout, parce que tout le monde ne s'y fait pas recenser. Il y a des propriétaires qui, une fois de plus, préfèrent faire profil bas et ne souhaitent pas du tout faire recenser leurs esclaves, d'autant que comme tout recensement, il y a quand même une logique de contrôle, puisque, entre autres, ce qu'on demande aux propriétaires, c'est d'indiquer depuis quand est arrivé leur esclave. Et vu qu'en théorie, ils ne sont pas censés garder les esclaves plus de 3 ans sur le sol français, s'ils commencent à dire l'esclave, ça fait 15, 20 ans qu'il est avec moi, enfin voilà. Donc on sent qu'ils ne sont pas forcément très à l'aise avec cette idée qu'on surveille ce qu'ils ont fait avec leurs esclaves. Et on sait par exemple qu'à Paris, en 77, il y a le chevalier de Saint-Georges qui vit avec sa mère. Lui est libre, sa mère a encore le statut d'esclave, je crois, ou a récemment été libre. Quoi qu'il en soit, il devrait être recensés, ils ne le sont pas. Donc on sait aussi que ce recensement-là, c'est pas un recensement exhaustif. Mais ça donne une première vision d'ensemble, et pour Bordeaux en l'occurrence, on a 300 esclaves, peu ou prou, et 100 libres de couleur, en 77. Donc ça donne vraiment une photographie à l'instant T de cette population. Marie-Thérèse Reine, en l'occurrence, on la retrouve listée dans ce recensement, donc c'est à ça que ça ressemble. Pour Bordeaux, on a plusieurs versions, des versions préparatoires où les administrateurs n'ont pas bien fait leur boulot, ils n'ont mis aucun prénom. Ils ont juste listé comme ça, ils mettent juste un nègre, une négresse, un mulâtre, une mulâtresse, sans plus d'indication. Donc ils se font rattraper par la patrouille qui leur dit qu'il va falloir faire un petit peu mieux le travail. Ça serait bien qu'on ait des noms, ça serait bien qu'on ait des âges. Donc ça, en l'occurrence, c'est une des toutes dernières versions qui est vraiment très complète. On va retrouver à chaque fois le nom de l'esclave, qui par ailleurs peut évoluer. Les noms d'esclaves, c'est assez peu fixe. C'est des noms qui souvent sont assez classiques, des noms chrétiens très classiques. Ils peuvent être renommés aussi à l'occasion de changement de propriétaire. Donc c'est pas non plus toujours absolument c'est pas un indicateur suffisant. Et c'est pour ça qu'il faut le croiser avec l'âge de l'esclave, avec son propriétaire surtout. Ça c'est un peu la marque, c'est un peu ce qui permet le mieux de tracer les esclaves, c'est leur propriétaire. Et le contexte de leur arrivée en France. Dans ce recensement, du coup, on retrouve Marie-Thérèse Reine. Je vous ai souligné sa ligne. Elle est en 3e ici. Thérèse, elle est juste donc nommée sous le nom de Thérèse. On dit qu'elle arrive en 67. Donc là, on le verra, mais il y a de nouveau, on sent qu'il y a les propriétaires essayent un peu d'avoir leur propre discours, puisqu'on l'a vu, elle arrive en 63. Plus tard, son propriétaire dira qu'elle arrive en 65. Là, on dit qu'elle arrive en 67. Bref, on demeure flou volontairement. On dit qu'elle appartient à la dame Pirli américaine. Donc le terme d'américain, c'est un terme pour désigner les propriétaires reconnus. Ce qui est intéressant sur cette ligne aussi, c'est qu'on voit qu'elle n'est pas seule. Juste 2 lignes au-dessus, on a Joseph, qui appartient aussi à la dame Pirli américaine. Et on sait par ailleurs qu'il y avait une 3e personne esclave avec Thérèse et avec Joseph, qui était Marie-Louise, qui était aussi une esclave des Pirli. C'est intéressant parce qu'en fait à Bordeaux, au XVIIIe siècle, il y a très peu de familles qui ont plusieurs esclaves à leur service. Souvent, la façon classique de procéder, c'est d'avoir un esclave. C'est dû à plusieurs raisons. D'abord, c'est que théoriquement, les propriétaires ne peuvent prendre qu'un esclave avec eux lors de la traversée, et pas plus. Il y a aussi des raisons, on sent, juste purement pratiques. Il y a beaucoup de propriétaires qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de domesticité. C'est aussi en lien avec le fait que globalement, à Bordeaux, à la fin du XVIIIe siècle, il y a de moins en moins de domestiques au service des grandes familles. Alors qu'au début du XVIIIe siècle, il y avait facilement 10, 15 domestiques. À la fin du XVIIIe siècle, on est plutôt 5, 6 domestiques. Et donc souvent, si on a un esclave et des domestiques blancs, en fait, ça suffit. Donc souvent, il y aura un esclave par famille bordelaise qui va travailler à côté de domestiques blancs et dans le cadre de familles beaucoup plus, moins riches et qui ont moins de domestiques à leur service. Des fois, qui vont travailler seuls, qui vont être le seul domestique de la famille et qui du coup vont faire toute une série de tâches, depuis la cuisine jusqu'à la tenue de la maison. Donc ce cas-là, le cas d'avoir plusieurs esclaves avec soi à Bordeaux, c'est en fait un cas assez rare. J'ai très peu de familles bordelaises qui ont plusieurs esclaves avec eux. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours des familles de colons planteurs qui, on sent,
reproduisent clairement un mode de vie colonial, qui ont vécu des années aux colonies, qui rentrent à Bordeaux et qui reproduisent un peu le mode de vie qu'ils avaient aux colonies en ayant plusieurs domestiques noirs à leur service. Donc ça, c'est le cas des Pirli. J'ai également une famille qui est assez connue à Bordeaux, qui est liée aux Lamontagne, qui est une grande famille de parlementaires. Eux, ils ont 9 esclaves avec eux à Bordeaux. Et une domestique blanche. Et ça, pareil, c'est du jamais vu. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'on a aussi des familles de planteurs qui vont un peu faire les choses selon leur habitude. Donc ça, c'est la vie de Marie-Thérèse Reine. On sait qu'elle est domestique. Qu'est-ce que ça veut dire pour Marie-Thérèse Reine être domestique ? Est-ce qu'elle est cuisinière ? Est-ce qu'elle est femme à tout faire ? Est-ce qu'elle est potentiellement nourrice de la famille Pirli ? Vu son âge, ça serait possible. Pas forcément une nourrice... plutôt une nourrice sèche, effectivement. Donc pas une nourrice qui allaite un enfant, mais plutôt une nourrice qui s'occupe des enfants. On ne sait pas trop. En tout cas, elle est domestique auprès des Pirli. Vous voyez, c'est vraiment c'est lapidaire. Et ça, c'est la seule archive que j'ai pour documenter son statut d'esclave à Bordeaux même. C'est les seules indications que j'ai. Donc, voilà, c'est vraiment lapidaire. J'aurais pas d'autres archives de Marie-Thérèse Reine qui décrit sa vie, évidemment, comme domestique à Bordeaux. J'ai pas d'archives complémentaires pouvant documenter ça. Donc, c'est très symptomatique, en fait, de la vie des esclaves à Bordeaux. C'est un nom dans le recensement, un âge, une date d'arrivée. Et c'est tout. Et on les entend plus. Même si, heureusement pour Marie-Thérèse Reine, le croisement de plusieurs sources fait qu'on peut la suivre sur plus longtemps et avoir une meilleure idée de ce que c'est que sa vie à Bordeaux. En l'occurrence, en fait, ce qui est rigolo avec Marie-Thérèse Reine, c'est que là, le moment où j'ai le plus d'informations sur sa vie en tant qu'esclave, c'est lorsqu'elle n'est plus esclave. C'est le moment où elle est affranchie par la dame Pirli. En l'occurrence, elle est affranchie en 74. Il y a peut-être quelque chose qui va vous faire tilt, mais j'y reviendrai plus tard. Juste pour la faire simple, on peut être donc rendu libre en métropole de plusieurs façons. La première, c'est sur testament. On est couché sur testament et à la mort du propriétaire, on est libéré. La deuxième, c'est d'aller devant un notaire et de faire une déclaration d'affranchissement. C'est le cas pour Marie-Thérèse Reine. Et la troisième, enfin, c'est dans les cas où les propriétaires ne se sont pas soumis aux législations dont j'ai parlé, et où ils se font rattraper par la patrouille, soit que c'est en contrôle administratif, soit que c'est les esclaves eux-mêmes qui dénoncent leurs propriétaires. On a aussi des affranchissements qui se font dans le cadre de procès juridiques, mais c'est assez rare. Pour Bordeaux, donc, Marie-Thérèse Reine, elle n'est pas en conflit avec sa propriétaire, elle cherche pas à l'être, ou en tout cas, elle fait plutôt profil bas, et elle va attendre, tout simplement, d'être affranchie, donc devant notaire, et donc elle est affranchie en 74. Donc ça, c'est son acte d'affranchissement, qui détaille du coup pourquoi est-ce qu'on l'affranchit, décidément. Donc en l'occurrence, on l'affranchit. Donc on rappelle du coup son âge, qui permet de concorder, de faire le lien avec ce que j'ai précédemment, qu'elle a bien le même âge que la personne qui était arrivée 10 ans auparavant, qu'on a vraiment une continuité de profil. On rappelle qu'elle est née créole, qu'elle est née au Dondon, donc tout ça, ça concorde, qu'elle est arrivée en 65. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dit qu'elle est affranchie parce qu'elle a servi avec beaucoup de zèle et de fidélité le mari de la dame Pirli. À l'époque, la dame Pirli est veuve, son mari est décédé quelques mois auparavant, et donc on affranchit la domestique en raison de sa fidélité. Ça, c'est vraiment l'argument massu qui est toujours déroulé dans les actes d'affranchissement. Donc c'est aussi une stratégie pour les esclaves, pour certains, de sentir que l'affranchissement n'est pas loin. C'est clairement aussi un moyen de pouvoir pour les propriétaires, de dire si tu es suffisamment sympathique, dans quelques années peut-être que j'y réfléchirai, je pourrais t'affranchir. En tout cas, c'est ce qui se passe pour Marie-Thérèse Reine. Elle est affranchie par la dame Pirli, donc en vertu de son zèle et de sa fidélité. Là, vous vous dites peut-être, mais il y a un petit problème. 3 ans plus tard, en 77, elle est recensée comme esclave, et là, en 74, elle est affranchie. Donc il y a quelque chose qui ne fait pas sens. En fait, il y a quelque chose qui ne fait pas sens, c'est tout simplement parce que la veuve Pirli, comme beaucoup de propriétaires, elle n'est pas complètement désintéressée. Ok, elle va affranchir Marie-Thérèse Reine en souvenir de son mari, mais elle ne veut pas spécialement que Marie-Thérèse Reine elle soit affranchie tout de suite, ça ne l'arrange pas. Donc elle va mettre des conditions, et sa condition c'est très simple, c'est elle sera affranchie quand je serai morte. Donc voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver, mais c'est sa condition. Et le fait qu'elle mette des conditions à l'affranchissement, c'est quelque chose qui est assez régulier dans les affranchissements bordelais devant notaire. En fait, c'est la moitié des cas que j'ai trouvés. En gros, j'ai une quinzaine d'affranchissements devant notaire.
Je vous l'accorde, c'est pas un corpus immense, mais c'est toujours un début de corpus. Et c'est assez symptomatique. Sur la moitié des affranchissements, la moitié sont immédiats, sans condition aucune. L'autre moitié, il y a des conditions qui sont posées. C'est t'es affranchi, mais dans 10 ans, t'es affranchi quand je mourrai, tu es affranchi ici, tu es affranchi ça, etc. Pour Marie-Thérèse Reine, donc, ça sera quand la veuve Pirly mourra. Elle ajoute cependant une clause supplémentaire, c'est qu'elle dit qu'à sa mort, et lorsque Marie-Thérèse Reine sera rendue libre, elle aura droit à une rente viagère de plusieurs centaines de livres. Ça, pareil, c'est une initiative qui est assez classique en fait chez les propriétaires, globalement chez les maîtres de domestiques en général. Il y a beaucoup de domestiques qui se voient attribuer une rente viagère à la mort de leur maître en récompense de leur service précédent. Et donc là, c'est le cas de Marie-Thérèse Reine, qui ne se voit pas forcément rembourser tout le travail gratuit qu'elle a fourni pendant 40 ans, mais qui se voit assurer pour la suite de sa vie en tant que femme libre une rente de plusieurs centaines de livres, qui va du coup assurer son existence. Donc voilà, on sent bien aussi que dans ces actes d'affranchissement, il y a un vrai jeu de pouvoir qui se mêle. On n'est pas dans quelque chose de complètement désintéressé de la part des propriétaires. Vraiment, c'est la carotte et le bâton, très clairement. En tout cas, dans celui de Marie-Thérèse Reine, c'est celui-ci. Donc pour le coup, Marie-Thérèse Reine, elle est plutôt chanceuse. La dame Pirly meurt en 79, donc 5 ans après cet acte d'affranchissement devant notaire. Et donc, 1779, c'est la vraie date de liberté de Marie-Thérèse Reine. Et c'est là qu'elle va commencer sa vie comme femme libre à Bordeaux. À partir de là, elle va suivre une trajectoire assez classique de la part des affranchis bordelais qui doivent, vu qu'ils n'ont plus de propriétaire, vraiment assurer leur arrière. Elle a la chance d'avoir déjà une rente viagère, mais c'est pas suffisant. Donc il faut qu'elle trouve un nouveau métier, d'une part. Donc le premier réflexe de Marie-Thérèse Reine, c'est de se faire réembaucher comme domestique, mais libre cette fois-ci. Ce réflexe-là, lorsqu'on était domestique esclave et de continuer sa carrière comme domestique, c'est le réflexe standard, classique des affranchis bordelais. C'est la solution de facilité, j'ai envie de dire. Certains d'entre eux, d'ailleurs, vont rester au service de la même famille, parce qu'ils n'ont connu que ça, en fait, ça fait 50 ans, 60 ans qu'ils sont au service de la même famille. Certains sont affranchis alors qu'ils sont déjà infirmes. Ils savent bien qu'ils ne retrouveront pas du travail par ailleurs. Donc, ils vont rester domestiques auprès de la même famille. Elle, Marie-Thérèse Reine, elle a une petite quarantaine d'années. Elle a cette chance de pouvoir encore être forte physiquement. Donc, elle coupe les ponts vraiment avec la famille Pirly. Et elle se met au service de la famille Beaujouan, qui est une autre famille bordelaise. Et c'est là, notamment, qu'on va la retrouver lorsqu'elle va se marier. Je vous ai mis à côté juste les autres cas de figure pour les libres de couleur bordelais. Donc, la grande majorité continue la majorité, vous l'avez vu, 30%, continuent leur travail comme domestiques en étant en service auprès de notre famille. Ceux qui avaient un travail de domestique, mais avec une spécialité très prononcée, du type cuisinier, ou qui étaient valets et qui étaient notamment en charge de la coiffure de leurs propriétaires, vont souvent monter leur propre commerce. On a pas mal d'anciens esclaves hommes qui étaient cuisiniers ou perruquiers, qui vont du coup monter leur propre commerce de bouche, leur propre commerce de coiffure. Et enfin, il y a une partie, mais là, c'est pas des affranchis, mais des libres de couleur bordelais qui n'ont jamais été esclaves, qui ont toujours été libres depuis leur naissance, qui sont issus de familles métisses, et eux, ils vivent à Bordeaux en étant rentiers, tout simplement, parce qu'ils sont propriétaires aux colonies, qu'ils ont leurs propres esclaves aux colonies. Et donc, ils ont ce mode de vie qui est complètement en fait, similaire au mode de vie des colons blancs, si ce n'est qu'ils font face à plus de discrimination quand ils sont en colonie, mais sinon, d'un point de vue pouvoir économique, origine de leur richesse, c'est la même chose que les colons blancs. Donc on a aussi à Bordeaux pas mal de rentiers, de femmes rentières et d'hommes rentiers qui sont métis. Pour les affranchis, on reste quand même sur la domesticité et les commerces de bouche. Et pour du coup pouvoir se replacer, il y a un mode de... Il y a un média qui est très utilisé, en tout cas assez utilisé par les affranchis bordelais, c'est celui des journaux bordelais. À Bordeaux, on a cette chance, c'est qu'on a une très belle série de journaux bordelais. C'est le deuxième journal qui est fondé après les journaux parisiens. C'est le premier journal de province. C'est d'abord un journal hebdomadaire, puis un journal quotidien. Et c'est une mine incroyable d'informations sur la vie des Bordelais dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, c'est des sources qui sont entièrement numérisées et ossérisées, donc interrogeables en plein texte sur le site de la bibliothèque municipale de Bordeaux, ce qui est pour moi révolutionnaire, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Donc j'ai lu 30 ans de journaux bordelais.
et de petites annonces bordelaises pour trouver les mentions de personnes de couleur qui cherchaient à se placer et à trouver un nouveau travail. Aujourd'hui, ça m'aurait pris une semaine, je pense. À l'époque, ça m'a pris 6 mois. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que voilà, ça existe. Et donc, en l'occurrence, Marie-Thérèse Reine ne passe pas. J'ai pas retrouvé d'annonce de Marie-Thérèse Reine. Donc, elle s'est sans doute placée plutôt par bouche à oreille, mais ça existait comme méthode. Et donc là, vous avez l'exemple d'une négresse libre, âgée de 30 à 34 ans, qui désire se placer en qualité de fille de chambre. Donc à chaque fois, il y a une énumération de ce qu'ils savent faire, de leurs répondants, donc des personnes qui peuvent se porter garant pour elles, soit de leur ancien employeur, soit des personnes qui les hébergent. Donc ça, c'est un exemple de la manière dont les femmes et les hommes domestiques libres de couleur se débrouillent en fait pour trouver un nouvel emploi à Bordeaux une fois affranchie. Après cette première étape, elle a trouvé un nouveau métier. La deuxième étape, obligatoire pour les affranchis bordelais, si on veut assurer ses arrières, c'est de se marier. Le mariage, c'est un énorme symbole pour cette population. C'est théoriquement pas vraiment interdit pour les esclaves, mais en même temps, c'est pas vraiment... pas que c'est pas à la mode, mais c'est pas vraiment... Dans les faits, dans les colonies, il y a très peu d'esclaves mariés. Donc le mariage reste perçu comme un symbole de personnes libres, surtout que quand on se marie, on le fait théoriquement librement. Enfin là, c'est un choix éclairé qu'on fait, etc. Donc il y a tout un symbole autour du mariage. Et donc les affranchis bordelais, une grande partie d'entre eux, dès qu'ils sont affranchis, il y a vraiment ce réflexe, c'est de se mettre en couple et de se marier pour faire valoir leur statut de libre. On sent que c'est très important pour eux, pour asseoir leur nouveau statut juridique et pour dire qu'ils sont libres et que désormais, c'est eux qui prennent leurs décisions de vie. Pour Bordeaux, j'ai une vingtaine de cas recensés. Pareil, je vous l'accorde, c'est un petit corpus, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça, c'est un corpus qui est plus important que ce qu'il y a par exemple pour Nantes. Et à Bordeaux, la majorité des mariages ont lieu dans les années 70 et 80. Là, c'est une spécificité bordelaise d'avoir ces mariages plutôt en fin du XVIIIe siècle. À Nantes, ils ont plutôt lieu au milieu du XVIIIe siècle, dans les années 1750, 1760. Donc là, il y a une spécificité locale. Donc à Bordeaux, une vingtaine de cas de mariage. À peu près sur ces 20 mariages, la moitié sont des mariages mixtes qui concernent un homme noir la plupart du temps et une femme blanche. L'autre moitié sont des mariages de couleur, en tout cas entre deux personnes de couleur. Juste pour votre gouverne, les mariages mixtes sont regardés à partir des années 1760 de manière très suspecte par l'administration française, qui va à plusieurs reprises chercher à les faire interdire, notamment dans la législation de 77, la fameuse police des Noirs, qui du coup a cours lorsque Marie-Thérèse se marie. Théoriquement, en tout cas, la première idée était d'interdire les mariages mixtes entre les personnes noires et blanches, sans parler du statut d'esclave. Ce qui les intéressait, c'est le mariage entre les personnes noires et blanches. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'atermoiements autour de la question. D'abord, on le met dans le texte prévisionnel. Après, ça passe devant le Conseil royal et il y a un veto qui est posé. On demande d'enlever ce paragraphe-là. L'Église aussi émet son veto. Mais dans les faits, lorsque il y a des lettres qui sont envoyées pour que la législation soit appliquée, dans la correspondance, on dit oui, rappelez-vous bien, interdiction des mariages mixtes. Donc il y a une espèce de flou juridique. Dans les faits, ça n'a pas cours, mais on sent qu'il y a une crispation vraiment au niveau de la couleur, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur cette fameuse législation. On a vraiment cette espèce de nouvelle crispation. À Bordeaux, en l'occurrence, ça n'empêche rien. La législation de 77, comme d'habitude, c'est un échec. Donc mariage interdit, pas interdit. Dans les faits, les mariages sont célébrés. Aucun problème pour l'Église. Et encore moins de problème pour Marie-Thérèse Reine, puisque elle se marie avec un autre affranchi, qui est aussi un ancien esclave, qui s'appelle Bernard Rigolet, qui a 10 ans de plus qu'elle à l'époque de leur mariage, donc il a 50 ans. Marie-Thérèse Reine en a 40. Bernard Rigolet est originaire de la Louisiane. Et ce qui est intéressant dans ce contrat de mariage, donc c'est leur contrat de mariage, c'est qu'aussi on a pour la première fois peut-être la voix de Marie-Thérèse Reine dans les archives. D'abord, lorsqu'on la présente, elle va un peu décliner son identité. Ce qu'on n'avait pas vraiment jusque-là. On savait où est-ce qu'elle habitait. Mais là, elle-même, elle va rappeler le prénom de ses parents, ce que je trouve assez émouvant. Donc, elle va rappeler que son père s'appelait, là je l'ai plus, Pierre, et que sa mère s'appelait Marianne. Voilà, donc on a cette toute petite indication, mais qui est assez précieuse, parce qu'en fait, pour les esclaves, souvent, il y a une perte généalogique assez importante. C'est assez fréquent que les esclaves soient revendus, soient séparés de leurs parents, de leur famille, de leurs frères et sœurs. Donc d'avoir cette indication qu'elle a en mémoire encore le souvenir de ses parents, c'est vraiment très important aussi pour l'ancrer elle et pour l'asseoir comme femme libre, maîtresse de ses droits.
Ce qui est également très intéressant dans ce registre, dans ce contrat de mariage, c'est qu'elle va vraiment asseoir sa position dans le couple. En l'occurrence, elle va faire rajouter un petit codicile lorsque, en plus de toutes les sentences très classiques qui permettent de définir les droits, les devoirs de chacun, etc. Anne-Marie-Thérèse Reine, elle va indiquer que certes, son argent, notamment la somme de 1000 livres qu'elle apporte, donc voilà, qu'elle a hérité de la dame Pirly, une somme de 1000 livres, qu'elle apporte en dos à son époux, mais que par contre, la rente viagère qu'elle a toujours, c'est elle qui va la gérer, et elle n'a pas besoin d'autorisation de son mari pour la gérer. Donc on sent qu'il y a aussi clairement un enjeu de pouvoir dans le couple, où là, pour le coup, c'est Marie-Thérèse Reine qui a des économies, c'est elle qui arrive avec ce pouvoir financier-là, et elle ne tient pas à le perdre du fait de son mariage avec Bernard Rigolet. Et donc, voilà, je trouve ça de nouveau assez émouvant. Là, on sent bien qu'elle a pesé dans ce contrat, qu'elle a eu son mot à dire et qu'elle a bien marqué le fait qu'elle voulait continuer à gérer son argent et qu'elle ne voulait pas que son mari puisse avoir son mot à dire dessus. Donc ça, c'est de nouveau une archive très émouvante pour Marie-Thérèse Reine. Marie-Thérèse Reine, quand elle se marie, donc elle a 40 ans. Comme pour beaucoup d'affranchis, c'est tard, ce qui fait qu'ils n'auront pas de descendance, Bernard Rigolet et Marie-Thérèse Reine. Mais malgré le fait qu'ils n'ont pas d'enfants, c'est un couple qui va être très investi dans la vie des affranchis bordelais. Parce qu'on va les retrouver dans de nombreux registres, enfin voilà, dans de nombreux actes paroissiaux de Saint-Seurin. Donc en l'occurrence, là j'ai pas une carte bordeuse à vous montrer, mais Bernard Rigolet et Marie-Thérèse Reine, ils habitent dans la paroisse Saint-Seurin. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Bordeaux, surtout le Bordeaux du XVIIIe siècle, je ne peux pas vraiment vous en vouloir. Bordeaux, au XVIIIe siècle, il y a plusieurs grandes paroisses. Il y a notamment une grande paroisse extramuros qui pendant longtemps était hors des murs de Bordeaux, hors des murailles de Bordeaux, qui à la destruction des murailles, dans les faits n'est plus hors les murs, mais reste considéré comme étant le faubourg bordelais. C'est une grande paroisse, vraiment une très grande paroisse, qui prend le tiers de la ville de Bordeaux. Et c'est en fait la paroisse où on va retrouver le plus de migrants en général et d'immigrés, puisque son statut de faubourg fait que c'est un quartier qui n'est pas soumis à la même juridiction que le reste de la ville. Notamment, il y a une plus grande liberté pour s'installer et pour exercer un métier. Ce qui fait que de nombreux nouveaux arrivants à Bordeaux vont aller dans le faubourg de Saint-Seurin, où il y a aucun besoin aucune autorisation nécessaire pour avoir son commerce, pour voilà. Donc beaucoup de population nouvellement arrivée à Saint-Seurin. Et assez logiquement aussi, c'est là que vont s'installer la grande majorité des affranchis bordelais. À la fois parce qu'il y a cette idée voilà, que c'est un faubourg qui vit beaucoup de nouvelles arrivées. C'est aussi un faubourg à la fin du XVIIIe siècle qui est vraiment en pleine construction. C'est un nouveau quartier de Bordeaux en fait, donc il y a de nouvelles constructions, c'est un quartier qui est moins cher qu'ailleurs, qui tout en étant moins cher est très proche des centres de pouvoir bordelais, notamment des grandes allées de Tourny, qui sont des allées où on va retrouver beaucoup d'hôtels particuliers, qui sont donc des employeurs directs pour les domestiques libres bordelais. Donc c'est vraiment un quartier hyper stratégique et assez logiquement, quasiment tous les affranchis bordelais vont aller s'installer dans la paroisse Saint-Seurin. Et donc, quand on veut essayer de retracer leur vie, c'est dans la paroisse Saint-Seurin qu'on va retrouver des bribes comme ça de leur vie en tant que couple. C'est à Saint-Seurin que se marient Bernard Rigolet et Marie-Thérèse Reine. C'est à Saint-Seurin que se marient les autres affranchis. Et c'est aussi à Saint-Seurin qu'ils vont faire baptiser les enfants issus de couples mixtes ou de couples de couleur qui seraient nés à Bordeaux. Et du coup, même si Bernard Rigolet et Marie-Thérèse Reine n'ont pas d'enfants eux-mêmes, on va les retrouver comme parrain-marraines de plusieurs enfants noirs ou métis nés à Bordeaux. On sent qu'en fait, eux, ils sont à Bordeaux depuis longtemps. Ils sont à Bordeaux depuis 20 ans. Ils connaissent bien la ville. Et donc, c'est des personnes à qui on va aller se référer assez facilement. Parce qu'ils connaissent, ils connaissent comment ça fonctionne. Ils sont liés avec d'autres esclaves. Marie-Thérèse Reine, elle connaît Joseph. Elle connaît Marie-Louise, qui ont été affranchis entre-temps. Son mari lui-même, il connaît d'autres esclaves qui étaient esclaves avec lui. Enfin, voilà. Donc, ils arrivent comme ça à tisser tout un réseau d'esclaves, d'anciens esclaves, qui vont pouvoir mettre à profit pour reconstituer une vraie solidarité locale qu'ils ont perdue parce qu'ils étaient esclaves. Donc être esclave, ça veut dire, comme Marie-Thérèse Reine, on migre sans sa famille, on n'a aucun repère à Bordeaux. Donc quand il faut en reconstituer, vers qui on se tourne? Vers les personnes qui ont le même vécu que soi, les autres affranchis bordelais. Donc en l'occurrence, Marie-Thérèse Reine et Bernard Rigolet, ils vont donc être les parrains, par exemple, de Thérèse, donc qui porte le nom de sa marraine, Marie-Thérèse Reine. Thérèse qui est née en 83, qui est la fille d'un couple noir qui est resté anonyme. C'est le seul couple que j'ai qui est resté anonyme, les autres sont généralement nommés.
Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Voilà, vous voyez bien que Marie-Thérèse Reine ne signe pas, Bernard Rigolet non plus. Ils resteront analphabètes toute leur vie, ce qui n'est pas le cas d'autres affranchis. Eux, en l'occurrence, ils n'ont jamais l'occasion d'apprendre à écrire. Et à côté, vous voyez la méthode qui est de... Pardon, la méthode que j'ai employée en fait, pour repérer ces actes d'état civil, de registres paroissiaux, ça a été de les lire, un par un, et de regarder en marge s'il y avait des mentions de couleur. Voilà, et donc c'est comme ça que j'ai pu repérer les personnes noires nées à Bordeaux. Et des fois aussi, les mentions de bâtardise, ça peut aider, notamment pour les enfants métis. C'est pas forcément marqué qu'ils sont mulâtres ou nègres en marge, mais si leur mère est... Mais si on sait qu'ils sont bâtards et que leur mère, par ailleurs, est noire, par exemple, ça aide à les repérer. Donc ça, c'est Thérèse, mais c'est pas la seule. Ils vont également être témoins à des mariages, notamment celui de Pierre et Madeleine, qui est un couple qui se marie en 1792, qui est également un couple noir. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on sent que c'est vraiment des figures qui reviennent dans les archives de manière récurrente, et ils font partie des figures assez identifiables, en fait, dans la communauté d'affranchis à Bordeaux. Donc ça, c'est pour la vie de Marie-Thérèse Reine. Survient la Révolution. Ce qui est étonnant à la Révolution, c'est que malgré le statut assez proéminent de Marie-Thérèse Reine et de Bernard Rigolet, qu'on voit beaucoup au XVIIIe siècle dans les archives paroissiales, c'est un couple qui disparaît complètement à la Révolution, notamment à la Révolution dans le cadre des débats autour de la représentation des libres de couleur et de l'abolition en général de l'esclavage dans les colonies. Les libres de couleur bordelais vont faire savoir leur position et vont également envoyer des députés à l'Assemblée nationale pour féliciter les députés qui ont voté la loi de l'abolition de l'esclavage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces grandes figures que moi je vois beaucoup sous l'Ancien Régime, de référence, vraiment de référence parmi la communauté d'affranchis, ils ne font pas du tout partie de cette population qui après se politise à la Révolution, ou en tout cas qui est choisie pour représenter la communauté libre de couleur à Bordeaux. On sent que voilà, ceux qui sont choisis pour faire ces délégations, c'est des personnes qui ont plus de cartes en main, tout simplement. Des personnes qui sont encore plus riches, qui ont plus de contacts à Bordeaux, qui ont plus de réseaux. Donc, en l'occurrence, même si Marie-Thérèse Reine et Bernard Rigolet, on les voit beaucoup sous l'Ancien Régime, à la Révolution, c'est pas pour autant qu'ils arrivent à avoir un rôle un peu politique au sein de cette communauté de libres de couleur. À la Révolution, Bernard Rigolet meurt à Bordeaux. Et du coup, la dernière indication que j'ai de Marie-Thérèse Reine, c'est le fait qu'elle, à la mort de son mari en 99, qu'elle revient dans son pays d'origine, à Saint-Domingue. Elle est enregistrée parmi les demandeurs de passeport pour Saint-Domingue en 99. À l'époque, elle est enregistrée comme propriétaire en Haïti, ce qui pour moi est un grand mystère, parce que je sais qu'elle n'a pas quitté Bordeaux. Donc à quel moment elle est devenue propriétaire? Est-ce qu'elle est vraiment devenue propriétaire? Est-ce que c'est un prétexte qu'elle avance à l'administration française pour pouvoir repartir? Toujours est-il que c'est intéressant, c'est qu'à la mort de son mari, elle a plus de contact. Enfin, son mari est mort. Pas mal de gens qu'elle connaissait aussi sont décédés dans cette décennie révolutionnaire. La communauté dont elle faisait partie dans les années 80 s'est un peu étiolée. Elle n'a plus vraiment d'attache. Donc son ultime décision comme femme libre, c'est de revenir dans le pays qu'il a vu naître. Et c'est de revenir à Saint-Domingue. Et c'est là que je perds définitivement la trace de Marie-Thérèse Reine. Mais à l'époque, elle a 60 ans, donc c'est normal aussi. Donc elle est sans doute décédée à Saint-Domingue. Et je trouve qu'en tout cas, c'est une belle boucle pour Marie-Thérèse Reine comme ça. Voilà, donc ça c'était l'histoire de Marie-Thérèse Reine qui, vous l'avez vu, a permis du coup de passer en revue plein d'archives. Et je l'espère aussi, vous l'aurez compris, plein d'autres destinées d'esclaves et d'affranchis à Bordeaux, mais on pourra en reparler peut-être dans les questions. Le cas de Marie-Thérèse Reine, c'est assez rare que j'ai autant d'archives. C'est aussi un cas parmi d'autres. Il y a aussi des cas d'encore plus grande réussite sociale. Il y a des cas d'encore plus grande misère sociale, des personnes qui décèdent en étant mendiants dans les rues bordelaises. Enfin, voilà, donc tout est possible à peu près. Mais je trouve que le parcours de Marie-Thérèse Reine est très intéressant comme parcours de femme, où on la sent aussi s'affirmer progressivement, même si elle est affranchie plutôt sur le tard, et qu'elle a que 20 années à peu près seulement comme femme libre, c'est 20 années qu'elle veut mettre à profit. Voilà, donc j'espère que toute cette
Cette présentation vous aura permis de mieux comprendre le statut des personnes noires et métisses à Bordeaux, du statut des esclaves, de la manière dont on vivait à Bordeaux lorsqu'on avait cette marque-là, cette macule-là, et de aussi vous faire apercevoir un peu la vie assez variée des affranchis bordelais. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà parlé plus longtemps que ce que j'avais dit que je ferais. Il nous reste 25 minutes pour des questions. Et voilà, merci beaucoup à tous. Merci. Oui, merci pour... bon, j'ai la voix qui est un peu cassée aujourd'hui, excusez-moi. Je voulais vous poser quelques petites questions. Bernard Rigolet avait un nom de famille, mais sa femme n'en avait pas. Les esclaves n'en avaient pas généralement. Ouais. Et comment se fait-il qu'il en avait un Souvent, ça va être des fois le nom de l'ancien propriétaire. Après, c'est vrai que pour rigoler, j'ai pas trop d'idées. C'est pas le nom de son ancien propriétaire, je le sais. C'est pas un surnom qu'on lui avait donné. Des fois, c'est un peu flou, en fait, la manière dont il se... Souvent, ça va être le deuxième nom. En l'occurrence, Marie-Thérèse Reine. Marie-Thérèse, c'était son nom chrétien. Reine, c'était son surnom. Donc, elle choisit ça. J'ai d'autres cas où souvent, c'est le surnom qui est choisi comme nom de famille. Rigoler, j'avoue, j'ai pas réussi à... D'accord. Et pour être franche, je me suis pas non plus vraiment intéressée. Je suis pas allée aussi fin que ça. Oui. Savoir pourquoi il avait choisi ce nom de famille-là. J'en ai aussi un qui a choisi, a priori, un nom de famille en lien avec... qui s'appelait Saint-Sylvestre. En lien avec du coup le 1er janvier, on sent qu'il y a une volonté de renouvellement, il choisit un saint un peu symbolique, voilà. Mais rigoler, effectivement, c'est une bonne question et j'ai pas la réponse. Je suis désolée. Bon, c'est pas grave. Mais la rente viagère, elle était payée par qui alors après le décès? Par les héritiers, par les héritiers de la dame Kirli. De Madame de... Exactement. Bah, c'était toujours la même chose en fait sur la... globalement, sur les économies de la famille, la rente viagère était toujours payée par les héritiers de la famille. Donc là, effectivement, il faut aussi être en bon terme avec la famille. Mais a priori, ça a bien marché pour elle, puisque quand elle se marie en 79, c'est l'année où elle vient d'être affranchie, elle a quand même déjà des économies. Elle évoque toujours cette rente viagère dans son contrat. Donc ça a l'air, en tout cas au début, d'avoir continué à fonctionner. Alors, dans le notariat de la Martinique, dans les années 1780, on trouve de temps en temps la mention de nègres de terre. Oui. Alors, ce sont des esclaves qui sont nés sur le continent africain, c'est ça que ça veut dire? C'est une bonne question. Moi, je suis pas spécialiste du tout des archives coloniales. En l'occurrence, c'est une mention que j'ai jamais croisée en métropole. Donc, du coup, je me suis jamais intéressée à savoir à quoi ça correspondait dans les colonies. Donc, c'est la question. On a beaucoup de créoles, bien sûr, et les nègres de terre, à mon avis, ne sont pas des créoles. Ce sont des gens qui sont nés en Afrique. Mais j'ai pas de... Mais effectivement, moi, je n'ai jamais entendu souvent, vu que je ne suis pas spécialiste du tout des archives coloniales et qu'à Bordeaux, c'est pas employé. Classique. Ouais. Hein. J'ai pas eu ce cas-là. D'accord. Moi, ça serait peut-être plus nègre de terre, cultivateur. Non. Oui, terre, moi j'aurais. Non. Comme boutillier, coiffeur. Non, je pense pas. Je pense que c'est à cause de l'origine. Mais parce que ce sont jamais des créoles. C'est-à-dire qu'on a parfois des listes d'esclaves, il y a beaucoup de créoles, et ceux qui ne sont pas créoles, souvent sont... Après, sur le sujet, il y a pas mal de personnes qui travaillent, je pense notamment à Camille Cordier, elle travaille beaucoup en ce moment sur ces populations esclaves, plutôt à Saint-Domingue, mais elle aura sans doute croisé ce cas-là. Voilà, c'est un nom que je vous donne, elle est doctorante, elle fait du bon travail. Si vous avez besoin de poser des questions, peut-être qu'elle aura des meilleures explications que moi à vous donner. D'accord, merci. Et une toute dernière. J'ai vu sur le premier document qu'il y avait un acte de soumission. Le premier document que vous aviez montré, alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Un acte de soumission de Monsieur Ponsignan. C'est ce que j'ai noté. Oui, c'est ça. En fait, c'est juste que ce qu'on a à Bordeaux, dans un premier temps, il y a une copie. En gros, c'est une copie de ce qui a d'abord été déclaré à l'arrivée aux colonies, puisqu'il y a une double déclaration. En fait, la soumission, c'est tout simplement l'acte d'aller déclarer. Voilà. D'accord, ok. D'accord. Merci beaucoup. Alors, la question qui fâche, comment Bordeaux a réussi, je dirais pas à occulter, mais enfin à mettre un peu sous le boisseau son passé négrier ou alors le passé négrier de Bordeaux. À Nantes justement. Ben, je suis pas bordelaise et moi c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Mais dans les faits, effectivement, le travail nantais a été fait avant celui de Bordeaux. Je pense que c'est comme beaucoup, hein, c'est juste un énorme tabou, la question de la traite négrière. Il y a aussi à Bordeaux, il y a quand même pas mal de familles qui existent toujours.
des familles impliquées dans le commerce de la traite négrière et dans le commerce bordelais en général. Certaines d'entre elles sont tout à fait ouvertes à ces travaux-là. On sait qu'il y en a aussi beaucoup qui sont rétives et qui encore aujourd'hui, lorsqu'on essaie de les démarcher ou de leur poser des questions, refusent vraiment le dialogue et qui ne souhaitent pas du tout déterrer tout ça. Donc il y a clairement ça. Et aussi l'idée, je pense pendant longtemps à Bordeaux, il y avait cette idée de faire une histoire vraiment des Lumières bordelaises, du siècle d'or bordelais, de mettre l'accent sur cette partie très enjolivée de l'histoire de Bordeaux. Et ça, pareil, on le sent pas mal dans les travaux universitaires. Après, pour être franche, je pense qu'aussi une question de difficulté de la tâche. Pour la traite négrière, Éric Segera a fait un excellent travail à partir des archives à sa disposition. Et donc, c'est un travail qui désormais a 25 ans, donc c'est quand même plus si récent, j'ai envie de dire. En réalité, ça fait longtemps qu'on s'y intéresse. Mais moi, pour mon sujet en particulier, la question, c'est aussi une question de difficulté. Moi, c'est un travail que j'ai pu faire parce que j'avais la chance d'être rémunérée pour ce travail parce que j'étais étudiante à l'école et parce que j'étais élève à l'école des Chartes. Donc j'avais un temps devant moi, j'avais les ressources financières pour aller passer des mois aux archives à rien faire d'autre que lire des séries entières pour trouver par jour une mention. Et puis à la fin, quand on met tout ça bout à bout, ça en fait plein. Mais c'est un travail, il faut avoir les ressources pour le faire, il faut avoir la familiarité avec les archives. Et tout ça, j'ai pu le faire que parce que j'étais dans le cadre très privilégié et que je remercie une fois de plus de l'école des Chartes. Sans ça, donc c'est aussi vraiment un travail de, je sais pas si c'est un travail de bagnard, pas non plus comme ça, mais c'est un travail très très fastidieux, qui est pas évident, qui est fatigant, et en fait c'est pas non plus, voilà, il faut avoir le cadre pour le faire. Et c'est aussi pour ça, je pense que pendant longtemps on a un peu oublié ça, c'est que ça demande énormément de temps, et que si on n'a pas ce temps-là, en fait, on repère pas tout ce que j'ai pu repérer. Donc pour moi il y a un peu ça, il y a à la fois une conjoncture de il faut se lancer, ne pas avoir peur des archives et accepter d'y passer plus de temps, et peut-être plus de temps que dans d'autres cas de thèse où il y a des fonds plus repérés, où on peut où on trouve plus facilement vite, on trouve plus vite ce qu'on cherche. Et il y a aussi un cas effectivement de tabou local en général, pendant très longtemps c'était on ne voulait pas en parler, effectivement. Mais la situation évolue de plus en plus, notamment au sein de la municipalité de Bordeaux. Il y a un gros travail qui est mené en interne dans le musée, notamment d'Aquitaine, pour refaire les cartels, pour sortir des réserves certaines œuvres qui pourraient illustrer tout ce travail-là. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui change, doucement, mais qui change. Je voulais poser une question à propos de la sortie de scène de Marie-Thérèse Reine. Ouais. Vous évoquez la Révolution française. Oui. Alors j'ai trouvé passionnant l'idée de savoir qu'il y avait des gens qui avaient été envoyés à l'Assemblée et tout ça. Mais est-ce que les personnes libres ou esclaves ont été elles aussi victimes, au même titre que les Français lambda, de l'épuration ou des procès ou de la terreur? Est-ce que vous avez des mentions de ça ou pas du tout? Pour l'instant, pas du tout. En fait, on les voit surtout entre les années 90 et 94. C'est le moment où on vous entend le plus parler des populations libres de couleur. Parce qu'en fait, c'est le moment où elles font valoir leurs droits. Leurs droits ne sont pas encore acquis, donc c'est le moment où elles vont faire des pétitions, des délégations. À partir du moment où c'est voté, on les voit beaucoup moins dans les archives. On en voit un peu, mais plus à Paris, à vrai dire, avec certains députés noirs qui représentent les colonies et qui vont avoir un agenda politique qui est quand même très à gauche, qui est vraiment sur l'échelle gauche de l'Assemblée nationale, et qui vont plutôt, en fait, dans ces années-là, avoir comme objectif de dénoncer des colons qui joueraient un double jeu et qui seraient favorables au rétablissement de l'esclavage, par exemple, dans les colonies. C'est plutôt leur intérêt. Après, c'est quand même intéressant, il y a une figure en particulier qui est assez connue, celle de Julien Raymond. Julien Raymond, c'est le leader des revendications des libres de couleur. C'était un propriétaire métis aux Antilles qui est venu en France en 87. C'était en 87, à une époque donc où il y a de plus en plus de discrimination à l'encontre des gens de son milieu. Donc dès 87, il est en France pour faire valoir ses droits. En 89, du coup, moment idéal. Il prend la parole, il fait des pétitions, il va être très représenté, ça va vraiment être le porte-parole de tous ces libres de couleur qui cherchent à obtenir l'égalité civique avec les Blancs. Et lui, en l'occurrence, il va être victime de dénonciation en 94. Et il va être emprisonné.
Mais la communauté des libres de couleur va se mobiliser pour dire que les dénonciations sont calomnieuses, qu'il ne cherche pas à agir contre le gouvernement et va finir par le faire libérer après quelques mois. C'est un des rares cas d'emprisonnement que j'ai. On sait aussi qu'il y en a qui étaient impliqués. Il y a des fois des figures comme ça qui sont citées, là j'ai plus son nom, mais je sais qu'il y a un ancien esclave à Paris qui revient de temps en temps dans les récits de massacres lors de la Terreur, comme faisant partie des personnes, des bourreaux. Mais sinon, effectivement, de personnes noires qui soient victimes de la Terreur, il y a quand même je vous dis ça, mais il y a le maire, un des premiers maires de Nîmes, qui était un maire métis, et il me semble qu'il a été décapité sous la Terreur, justement. Il faudrait que je vous retrouve son nom. Là, son nom m'échappe. Mais globalement, à passer 94, on a beaucoup moins de mentions. Et en fait, de nouveau, hein, c'est des choses très individuelles. Ça dépend des jeunes de la politique. Enfin, voilà. C'est Louis... Je vais vous retrouver le nom du maire nîmois qui a été victime de la Terreur. Mais c'est la seule mention que j'ai. Merci beaucoup pour cette intervention surtout qui met bien en valeur la diversité des fonds, hein, où on voit que c'est très très compliqué d'en trouver 4 ou 5. Voilà. Donc moi je voulais juste, alors j'en profite pour faire une petite publicité pour les Archives nationales, puisque les cahiers de déclaration d'esclaves auprès de l'Amirauté de France ont été traités dans le cadre d'un programme collaboratif d'indexation de Girophare. À l'automne dernier, il est quasiment fini, hein, on est à 90% de dépouillés, et d'ici un mois à peu près, il y a une première partie de l'inventaire, donc de l'indexation de toutes les déclarations faites à Paris à partir de 1739 qui vont être mises en ligne sur le site des Archives nationales, avec un descriptif vraiment le plus précis possible avec toutes les informations, puisque l'idée aussi c'est de voir après finalement... essayer de voir aussi la population où elle se trouve. À partir du moment où il y a les déclarations de libres de couleur qui sont obligatoires aussi, on peut voir leurs adresses précises dans Paris. Donc, par exemple, voir s'ils sont tous dans un même quartier, s'il y a ces aspects de réseau. Et justement, dans ce cadre-là, j'avais juste une question par rapport au fonds de l'Amirauté de Bordeaux que je ne connais pas du tout. Est-ce que c'est une question qui va paraître complètement grossière, puisque est-ce que vous êtes allé regarder les minutes en plus, est-ce qu'il y a des minutes À ma connaissance, non. Après, pour être franche, ça c'est un fonds que j'ai pas dépouillé, qui avait été dépouillé en amont par un étudiant, qui du coup a permis de compléter le fameux dictionnaire, etc. Et auquel moi je me réfère lorsque je veux faire des recherches. Donc j'ai pas poussé jusque-là, mais à ma connaissance, il n'y a pas de minutes, non. Je crois pas. Parce que dans le fonds de l'Amirauté de France, donc à Paris, là, il y a des minutes conservées depuis 1600. Et à partir des années 1730 à peu près, en fait, un document sur 5 concerne un affranchissement enregistré auprès de la juridiction de l'Amirauté de France. Donc, et là, effectivement, on retrouve les grands, certains proches du roi de France, en fait, hein, qui affranchit, je sais pas, par exemple, 2 jeunes femmes, 2 enfants métis qu'il a ramené lui-même des colonies. Donc là, voilà, il y a des questions quand même qui se posent. Et puis, mais juste comme ça aussi pour montrer, je pense, encore plus venir en rajouter, dans un inventaire des lettres de naturalité attribuées par le roi de France, on a trouvé un individu qui est dit né dans un port du Mississippi, de parents venant de Guinée. Donc là, on voit tout de suite que c'est forcément un enfant d'esclave, et qui, en fait, se retrouve à Montauban au beau milieu du XVIIIe siècle, et qui a besoin d'une lettre de naturalité pour prouver qu'il est français libre, puisqu'il n'y a absolument pas question du fait qu'il soit esclave ou qu'il ait été affranchi. Ce qui laisse supposer que ses propres parents ont été affranchis et que, de facto, il est considéré comme né libre, en fait. Et effectivement, on peut supposer qu'à Montauban, un jeune homme noir se promenant dans la rue en étant libre a peut-être se fait plus remarquer que d'autres. Hein, voilà. Et en fait, en tout cas, il a été baptisé. Il est mentionné qu'il a été baptisé à Montauban. Donc, j'ai pu retrouver l'acte de baptême. Donc, on a le nom de ses parents.
On a le nom de sa marraine, dont on peut supposer que peut-être elle a aidé à ces lettres de naturalité. Et en discutant avec des associations de généalogie du côté de Montauban, en fait, il s'est marié 2 fois, il a fait souche, voilà, et on retrouve aujourd'hui des descendants de cet individu. Et ce genre de cas, en fait, finalement, quand on cherche un peu, on en trouve quelques-uns. Alors peut-être pas non plus des milliers ou des millions, mais ça veut dire quelque chose, voilà, par rapport à Marie-Thérèse. Et ça, effectivement, Marie-Thérèse Rennes, je n'ai pas évoqué parce qu'elle n'a pas d'enfants, mais des affranchis qui font souche, en fait, tous ceux qui sont en âge d'avoir des enfants, il y en a plusieurs pour lesquels c'est le cas. Et effectivement, aujourd'hui, les descendants sont toujours là, des descendants parfaitement comme moi, blancs, qui vivent, je sais pas, en Lorraine, dans le fin fond de la Lorraine, enfin des trucs des fois, vraiment des espaces auxquels on ne s'attendrait pas forcément. Mais effectivement, le cas de Montauban, il n'est pas isolé. Par ailleurs, dans le sud de la France, et ça je vous le dis parce que je trouve qu'à mon sens, il n'y a pas assez d'études sur cet espace, donc c'est un appel. L'espace marseillais, sud-est, est assez peu connu. On n'a pas d'études à l'heure actuelle. Alors que par ailleurs, le dictionnaire des gens de couleur mené par Éric Noël a permis de faire remonter plusieurs cas de figures, notamment à Aix-en-Provence, il y a 4 ou 5 familles qui vivent, qui ont des enfants, qui font souche. Enfin, il y a des cas quand même assez symptomatiques et assez importants. Et à l'heure actuelle, on n'a pas en tout cas d'études qui permettraient de les remettre en contexte et d'enrichir un petit peu ces notices qui apparaissent dans le dictionnaire, mais qui ne vont pas plus loin. Mais effectivement, les familles qui font souche, il n'y en a pas des masses, mais quand elles font souche, elles font vraiment souche. Donc encore aujourd'hui, il y a beaucoup de descendants. Et effectivement, moi, je m'appuie aussi sur les bases de généalogie, Philae, Généanet, quand je veux essayer de contacter les descendants de temps en temps, quand j'ai le temps et que je me dis, a priori, il devrait toujours exister. Et c'est vrai que c'est une ressource très importante pour moi, les ressources généalogiques à l'heure actuelle. Et sur cette belle image, pouvez-vous nous dire de quelle famille Choiseul il s'agit? Ah, c'est une très bonne question. Vous mettez que d'école ce soir, en fait. Hein. C'est la famille Choiseul. Attendez, je vais vous le retrouver sur mon... C'est Choiseul-Monciaux, je crois. Attendez, je l'ai dans ma légende, quelque part, sur mon PC. Je vais vous demander... Alors, tant qu'à faire, la personne, le maire décapité, donc c'est Louis Guizot, qui est un enfant métis, qui était le premier maire de Saint-Geniès. Donc, c'est pas à Nîmes, c'est à côté de Nîmes. Et donc, Louis Guizot est décapité sous la Terreur. La fameuse famille Monciaux, attendez. Où sont-ils Tac, non, c'est pas ça, ça va être là. À tous les coups, je vais pas me l'avoir noté et je vais être collée. Non, je me le suis pas noté, évidemment. Il me semble que c'est Choiseul-Monciaux dans mes souvenirs, mais je l'avais indiqué si on prend mon livre, il y a la légende, voilà, il est dehors, et je récapitule les crédits, le titre exact, le musée, voilà, où est-ce qu'il se trouve, l'attribution, voilà, j'ai pas tout en tête, je suis désolée. Mais je crois que c'est ça, je crois que c'est Choiseul-Monciaux, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Mais maintenant, le terme créole désigne plutôt des blancs nés aux colonies. Donc, quand est-ce qu'il y a eu la bascule? Je pense que ça doit être au cours du 19e siècle, mais ça, pareil, c'est pas mon champ d'études. Donc, je serais bien en peine de vous donner de vous pointer exactement quand ça a lieu. Mais effectivement, après, on sent que de plus en plus, effectivement, le terme créole, oui, je pense que ça a lieu au 19e siècle. Mais je peux pas vous dire exactement quand. Une nouvelle fois, je suis désolée. Donc là, quand vous dites créole, ça veut dire néo-île. C'est le terme qui est employé, en tout cas, c'est un terme qui est employé dans les archives de l'Ancien Régime. C'est des fois aussi un terme qui est employé pour désigner, sans le dire, les propriétaires de couleurs. Parce qu'être désigné, se voir attribuer un adjectif de couleur, c'est quand même une macule. Hein. Et donc, il y en a beaucoup qui ne souhaitent, en tout cas, on cherche à être le plus anonyme possible dans les archives. Et dans ce cadre-là, le terme créole, il est pas mal parce que ça laisse planer le doute. On est né aux îles, de qui ? On ne sait pas. Par exemple, la famille Raymond, dont j'ai parlé, Julien Raymond, lui était né Paris à Saint-Domingue, il était d'origine bordelaise, il a fait 2 voyages en traversant l'Atlantique, et à chaque fois, lui et ses frères et sœurs sont désignés sous le terme de créole. Dans les archives de la marine, jamais on emploie le terme mulâtre ou carteron pour les désigner. Ce qui rend, entre parenthèses, le repérage de ces rentiers, de ces grands propriétaires de couleurs, très compliqué lorsqu'on dépouille des archives, en fait. Parce que la plupart d'entre eux n'ont pas d'adjectif de couleur.
on leur donne le qualificatif de créole, d'américain, mais tout ça, c'est des qualificatifs qui ne font pas référence à leur couleur, donc ça ne permet pas de s'assurer avec certitude qu'ils sont effectivement d'origine africaine. On peut le savoir que par des sources annexes. Donc moi, je sais aussi qu'il y a plein de personnes que j'ai dû louper, tout simplement, quand je dépouillais, parce que je ne pouvais pas identifier que c'était des personnes de couleur, parce que j'avais pas assez d'informations, parce que j'ai pas en tête toutes les familles antillaises et leurs descendants illégitimes. Donc en fait, il y a une bonne partie aussi de cette population vraiment très aisée qui est complètement passée entre les mailles du filet de mon dépouillement, et j'en ai conscience. Et c'est une des failles au sein de la méthodologie, c'est que si on s'appuie que sur les adjectifs de couleur, on ne va tomber que sur les personnes qui se sont vues attribuer cet adjectif, et souvent c'est quand même plutôt des personnes qui n'ont pas le plus de... Enfin voilà, qui n'ont pas les meilleures cartes sociales, quoi. Qui ne sont pas celles qui sont les plus intégrées socialement. De rien. Merci à tous. Il y a un livret éventuellement